Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Comment éveiller la sensibilité artistique des enfants? Comment rendre l'art accessible à tous? On en parle tout de suite avec nos invités. Dans cette émission, on vous fera découvrir Union School, une école privée bilingue d'excellence. Sa fondatrice sera avec nous. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le grand JT d'éducation. On va leur demander ce que l'écologie signifiait pour eux. Mais tout de suite, on retrouve Emma Guessel pour l'actualité en bref. Ma chère Emma, bienvenue. Merci. On commence donc avec Jean-Michel Blanquer qui fait évidemment campagne en faveur d'Emmanuel Macron. Et oui, le ministre de l'Éducation était l'invité des 4 vérités chez nos confrères de France 2. Des mesures pas financées, un programme incohérent, voilà les mots qu'il a employés. Pour parler des propositions de Marine Le Pen, ce sont des additions de démagogie, a-t-il dit. Le ministre a ajouté qu'il fallait qu'il y ait une convergence de tous ceux qui souhaitent que la République aille, je cite, dans la bonne direction. Marine Le Pen, de son côté, continue de faire campagne. Elle était encore ce vendredi matin sur un marché à Pertuis dans le sud. Et oui, elle a notamment réagi à l'occupation et aux manifestations des étudiants de Sciences Po et de la Sorbonne. Ces petits jeunes, dit-elle, devraient respecter cette démocratie. Ils ne peuvent pas s'opposer à la volonté du peuple français. Ils ont le droit de manifester, mais ils devraient plutôt faire des campagnes pour pousser les jeunes à aller voter, a-t-elle réagi. Et puis enfin, on vous emmène bien dans les coulisses de la Robocop Junior sur School TV. Oui, la Robocop Junior, c'est une compétition initiée par une trentaine d'établissements d'Île-de-France. Le but, créer des robots aux mêmes capacités exactement que les humains. Alors, mission réussie ou pas, eh bien regardez avec ce reportage de Célia Barotte. C'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris que plus de 200 écoliers, collégiens et lycéens franciliens se sont donné rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la robotique. Passionnés par les sciences, tous sont venus présenter et mettre à l'épreuve leurs robots. Des robots qu'ils ont pensés, construits et programmés dans le cadre bien souvent d'une matière optionnelle. En fait, à toutes les récrés du midi ou de l'après-midi, on allait dans une salle de technologie où on confectionnait le robot, donc on le codait, où on branchait les différents capteurs. Donc c'est beaucoup de temps. Ça fait combien de mois? Je sais pas, peut-être 2-3 mois. 2-3 mois qu'on est dessus. 2 mois et demi. Plusieurs heures de travail et d'investissement pour ces élèves sous la supervision de leurs professeurs de mathématiques, technologie ou de spécialité. Donc ce sont tous des élèves motivés, volontaires. On a pris des élèves quel que soit leur niveau. Donc on avait des élèves en difficulté en maths ou en technologie, mais aussi des élèves très motivés dans ces matières-là. Et le fait de participer à un concours, de travailler en équipe, d'essayer de faire évoluer un robot alors que pour eux c'est quasiment la première année, voire la deuxième année qu'ils travaillent avec. On a senti des élèves très motivés. Je suis très agréablement surpris de voir les élèves engagés comme ils le sont aujourd'hui. Ça suscite de la motivation chez les élèves, donc on veut vraiment engager les équipes d'enseignants à partir sur une pédagogie de projet qui dure sur un temps long, qui marie différentes compétences, des compétences en mathématiques, en sciences, en technologie, en programmation, en informatique. Et c'est là le cœur de la réussite. Constitués en équipe mixte, les élèves ont participé à l'une des ligues de leur choix, de danse, de sauvetage ou encore de football. Objectif de cet atelier par exemple, imaginer une confrontation entre de vrais joueurs et des robots. Pour remporter le match, il fallait opter pour la meilleure stratégie de programme et respecter les critères du jury. Alors les 3 critères sont d'abord le fair play. Vous avez vu, les 2 équipes ont été vraiment fair play entre eux, il n'y a pas eu vraiment de mauvais joueurs. Le deuxième, c'est comment le robot va être capable de voir la balle ou pas voir la balle et comment il va pouvoir s'orienter sur la balle. Et puis après, il y a la question de mouvement, sur est-ce que le robot va être assez en mouvement pour pouvoir marquer un but ou pas. Et pour les plus performants, le stress a pu laisser place à la consécration. Il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment, on est fiers de nous, on est content, on a réussi notre objectif. En fin de journée, les 3 premières équipes de chaque ligue et les coups de cœur du jury ont été récompensés. Prochaine étape pour les vainqueurs, la sélection nationale à Bordeaux, les 21 et 22 mai prochains. Belle idée, cette Robocop. Je propose qu'on les reçoive en plateau et qu'on discute justement de robots, de robotique, d'ingénierie, effectivement, ici sur le Grand JT. Merci Emma Guessel. Comment sensibiliser les enfants à l'art et le rendre accessible à tous? On en débat tout de suite dans le Grand JT. Et pour en parler, j'accueille Agnès de Cerclas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des opérations et du développement chez Art Explora.
Absolument. Merci d'être avec nous. Face à vous, François-Didier Lemoine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Volontariat et Soutien pour l'Art. Pardon, par l'art, excusez-moi. Oui, par et pour aussi finalement. Oui, si on veut. Merci à tous les deux. L'art et la culture, justement, c'est important dans l'épanouissement d'un enfant. À partir de quel âge on éduque un enfant à l'art ? Agnès Zeterclas. Il n'y a pas d'âge. On sait maintenant que dès les premières années, il est très important d'éduquer justement les différents sens des différents enfants. On peut évidemment évoquer l'écoute musicale, mais aussi les réalisations et les pratiques artistiques dès le plus jeune âge. Pour vous aussi, François-Didier Lemoine ? Je suis d'accord avec ce qui m'a été dit. Dans notre pratique à nous, les ateliers que nous menons, on en a quelques-uns au niveau de l'école maternelle. C'est moins évident qu'un peu plus âgé quand même. Parce qu'ils ont besoin déjà de pouvoir comprendre les formes, les matières. Pour quelles raisons Entre autres, bien sûr. Puis une capacité aussi à s'investir, à un minimum de durée, enfin des choses comme ça. Mais c'est simplement une particularité, c'est pas une... Mais enfin, on commence tôt quand même. Donc ça veut dire que si on ne commence pas si tôt à éduquer les enfants, est-ce plus difficile, par exemple à l'adolescence, de les sensibiliser à l'art ? Bien sûr, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la pratique de l'art ou l'intérêt pour l'art varie en fonction de l'éducation qu'on a reçue. On voit bien que quand on voit les chiffres où il y a 60% des jeunes qui n'iront pas dans un musée chaque année, eh bien, ces jeunes, ceux qui y vont, ils vous disent qu'ils y ont été emmenés par leurs parents, par l'école, dès leur plus jeune âge. Et ceux qui n'y vont pas, eh bien, ce sont ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller dans un premier temps et qui, du coup, ne voient pas ce qu'ils peuvent y trouver et se disent « ça n'est pas pour moi ». Et nous, chez Art Explora, ce que l'on souhaite, c'est prouver à tout le monde que finalement l'art, c'est pour tout le monde, parce que nous sommes convaincus que l'art nous fait du bien, que ça permet de mieux se connaître, de mieux comprendre le monde, et que finalement l'art devrait être accessible à tous. Art Explora, ce sont tous les arts, on est d'accord ? Ce sont absolument tous les arts, oui. Alors justement, on commence par quel type d'art ? Vous commencez les ateliers, donc vous disiez en fait à peu près au CP, c'est ça ? Oui, pour les enfants, on travaille sur des arts plastiques, pour l'essentiel. C'est notre pratique. On pourrait faire autre chose, mais dans la pratique, nous ne le faisons pas. Art plastique, parce que c'est plus facile de concerner un enfant si on manipule ? Non, c'est parce que c'est les savoir-faire des bénévoles qui sont là et c'est les attentes également des institutions dans lesquelles on intervient. Et pour vous, en fait, quel est le type d'art qui peut le plus accrocher un enfant dès le démarrage, dès le départ ? Je pense que ça va varier. C'est vrai que chez Art Explora, pour le moment, on a focalisé une grande partie de notre attention vers les arts visuels, mais nous sommes en train de nous ouvrir à la musique et à tous les différents types d'art. Donc, c'est vrai que tous les arts peuvent être justement peuvent intéresser les enfants et il n'y a pas de limite. Et d'ailleurs, on voit que dans la pratique, la consommation culturelle d'une certaine façon des jeunes, eh bien, c'est la musique et le cinéma, les films qui sont au cœur de cette consommation, beaucoup moins peut-être en effet ni la pratique ni le fait d'aller visiter des musées ou d'aller au théâtre ou encore d'aller à l'opéra ou voir des ballets. Disons que la musique ou le cinéma peut aussi se pratiquer de manière gratuite, c'est-à-dire à la maison. Le cinéma, j'entends, ou alors la télévision, en tout cas les films qui sont projetés. Alors évidemment, on peut toujours parler de la redevance télé, bien qu'au second tour, il n'y aura plus de redevance télé. Mais enfin, a priori, on peut quand même consommer de la musique à la maison assez facilement, du cinéma, de la fiction, ou en tout cas des images à la maison. Après, le fait de se déplacer dans un musée, la démarche est un peu différente. Alors justement, on va y venir à ça par rapport à Explora, parce que Art Explora permet cela aussi, permet l'ouverture, justement, une sorte de Netflix de l'art, en fait. Oui, alors absolument. Nous espérons un jour que nous appellerons notre plateforme Art Explora Academy le Netflix de l'art. Nous avons en effet, c'est l'un de nos dispositifs, lancé une plateforme d'histoire de l'art en ligne qui regroupe 11 parcours travaillés en partenariat avec l'Université de la Sorbonne, ainsi que d'une multitude de contenus qui nous ont été fournis par des partenaires, qu'ils soient musées, youtubeurs ou bien médias, qui nous aident justement à constituer cette formidable plateforme de contenu. Pourquoi cette plateforme d'histoire de l'art en ligne ? Eh bien, d'abord, elle est gratuite, donc elle est très facile d'accès, mais évidemment, nous voulons utiliser le numérique pour justement rentrer dans les maisons dans tous les foyers de France et puis demain du monde, parce que le numérique permet justement d'avoir un accès direct avec une multitude de personnes qui peut-être ne se déplaceraient pas justement pour aller admirer les chefs-d'œuvre dans les musées ou ailleurs. Je voudrais apporter un petit codicile, ce qui ne contredit absolument pas ce que vous dites. Mais on peut offrir des choses que nous faisons, vous et nous,
Mais encore faut-il qu'il y ait en face une demande. Et pour que la demande s'exprime, il faut, comme vous le disiez, qu'il y ait un minimum de prédisposition. Et ce n'est pas toujours le cas, d'où l'intérêt de tout ce qu'on peut faire pour sensibiliser les jeunes et leur apprendre à apprécier, en les emmenant au musée par exemple, ou en leur faisant simplement, comme le fait notre structure marseillaise, en les faisant découvrir d'autres parties de la ville dans lesquelles ils ne vont jamais spontanément. Bien sûr, mais c'est justement cela, parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent les parents eux-mêmes ne sont pas initiés à l'art, ou ne connaissent pas l'art, ou ont peur tout simplement d'être face à une œuvre d'art, à un musée, et aux questions des enfants, ne sachant pas répondre. Qui est l'artiste, de raconter l'histoire ou le parcours du peintre. Donc est-ce qu'on peut tout simplement aussi se dire à un moment, déculpabiliser les parents, se dire on peut se retrouver devant une nymphéa de Monet, mais c'est pas grave si on ne raconte pas entièrement l'histoire de Claude Monet. Et ce d'autant plus, une chose me frappe, c'est combien les jeunes sont, par rapport à la génération précédente, réceptifs à l'art contemporain. Il leur est tout à fait spontané de s'exprimer à la manière de Picasso ou de Matisse, pas aussi bien évidemment, mais à la manière d'eux, beaucoup plus qu'à la manière de Watteau. Oui, mais encore une fois, par rapport à ma question précédente, est-ce qu'on peut tout à fait être devant un tableau classique et raconter d'autres histoires ou simplement ressentir les sensations, parler de ce qu'on ressent, de ce que l'on voit, sans rentrer dans un traditionnel historique de l'art? Absolument. En fait, il s'agit de l'émotion déclenchée par l'œuvre d'art. L'émotion, c'est celle qui est au cœur, justement, et qui donnera envie de continuer à découvrir. C'est celle qui fait bouger les lignes, qui nous permet de mieux comprendre, justement, les choses et d'éprouver des émotions peut-être différentes et de se dire que finalement, on n'est pas tout seul et que d'autres personnes, les artistes ou d'autres personnes, spectateurs, ont pu partager justement cette même émotion. Et c'est ça, le pouvoir de l'art, finalement. Et nous, chez Explora, ce que l'on essaye de faire, c'est de créer ces rencontres et de faire en sorte que ces rencontres se passent de la meilleure façon possible. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'amener les gens au musée. Si on prend l'exemple du musée, bien des personnes ont été amenées au musée du Louvre ou dans un autre musée parisien ou ailleurs, et finalement n'en gardent pas un très bon souvenir parce que justement, ils ne se sentaient pas très participatifs. Ils étaient spectateurs. Et nous, ce que l'on souhaite faire chez Art Explora, c'est justement remodeler cette façon justement de faire rencontrer les publics avec les œuvres d'art, de leur rendre le plus participatif possible. Et il y a plein d'initiatives qui sont portées par des musées qui fonctionnent très bien. Depuis les podcasts faits par certains musées, par les publics de certains musées et qui viennent enrichir justement l'expérience de visite. Voilà, un parcours ludique aussi pour les jeunes enfants, de manière à ce qu'ils découvrent finalement l'art autrement. Absolument, et puis la pratique est essentielle et rendre les publics actifs pour que justement ils puissent s'approprier ces œuvres d'art et se sentir légitimes devant ces œuvres. François Didier Lemoine, avec votre justement association, vous faites découvrir l'art aux enfants, vous le disiez, notamment l'art plastique. Et comment ça se passe exactement, les ateliers ? En fait, l'atelier a deux dimensions. La première, c'est celle de la découverte. Et on leur présente des œuvres, on les emmène voir des musées ou des monuments. Et puis, l'autre aspect, c'est la création. Le mot est un peu ambitieux peut-être, mais on les amène à faire des travaux, généralement peinture, dessin, mais ça peut être également du petit modelage ou des choses comme ça. Et je dois dire que quand j'ai découvert cette association, j'ai feuilleté les catalogues parce que pour notre action auprès des jeunes dans les centres de loisirs, à la fin de chaque année, il y a une exposition de leurs œuvres avec un catalogue. Donc, j'ai feuilleté un certain nombre de catalogues et je dois dire que j'ai été bluffé. Dans toutes les écoles de France et de Navarre, il y a des dessins d'enfants qui sont exposés par la maîtresse. C'est très gentil, mais là, il y avait une dimension supplémentaire. Et cette dimension, je crois que c'est nos bénévoles qui l'apportent par leur savoir-faire et les exemples ou le guidage qui procure aux enfants. Est-ce que tout le monde a accès à l'art aujourd'hui ? À partir du moment, pour le coup, où on a accès d'une certaine façon à Internet, eh bien, on a accès à l'art. 97% des jeunes consomment de la culture dématérialisée. Donc, finalement, c'est une formidable fenêtre vers l'art et la culture. Évidemment, ça n'est pas la seule. Et elle vient, on l'espère, et c'est la raison pour laquelle le numérique est au cœur de nos dispositifs. Pas uniquement, mais on pense que c'est une invitation à aller découvrir et à aller donner envie, à créer ce désir d'aller découvrir les œuvres, eh bien, pour le coup, en vrai, dans les musées
musées, dans les théâtres, etc. Donc c'est une formidable façon d'avoir une première rencontre, mais une rencontre, on l'espère, qui donnera envie d'aller se déplacer, d'aller à la rencontre des différentes œuvres d'art. Il y a une dimension d'événement qui est tout à fait essentielle. Cette année, le thème de travail dans nos centres de loisirs, c'est l'Asie plurielle. On a un certain nombre de gamins qui sont allés faire un atelier au musée Guimet. C'était tout à fait, pour eux, important et autre chose que de rester devant leur écran, c'est sûr. Évidemment. Et d'avoir cette expérience, effectivement, de déplacement et pouvoir rencontrer tous ceux qui sont au quotidien dans ce musée et qui proposent les histoires aussi, des petites histoires de la grande histoire de l'art, en fait. Bien sûr, puis la confrontation aux œuvres en vrai. Mais alors, est-ce que, je le redis, c'est peut-être un peu cliché, mais on pourrait imaginer que, dans certains lieux, dans des REP, ça s'appelle comme ça maintenant, ou dans des lieux un peu moins favorisés, on aurait moins accès à l'art, ou du moins les enfants iraient moins vers l'art. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est malheureusement vrai, et toutes les études le prouvent. On se retrouve, je le disais tout à l'heure, face à ces jeunes qui disent « ça n'est pas pour moi » et qui sont formidablement intimidés, en fait, qui ne savent pas ce qu'ils vont y trouver parce que finalement on ne leur a pas expliqué et qui n'ont peur de ne pas avoir les codes. On les a beaucoup écoutés et c'est vraiment, ces barrières-là sont en fait immenses. Donc il y a plusieurs façons évidemment de les dépasser. L'une d'elles, et c'est ce que nous faisons ainsi que l'association dont vous faites partie, c'est d'aller à la rencontre de ces publics, en fait, d'aller se déplacer pour aller les rencontrer. Nous avons tout un dispositif de mobilité avec des musées mobiles, finalement. Oui. Nous soutenons le musée mobile MUMO en partenariat avec le Centre Pompidou, qui sont puis bientôt 2 camions qui se promènent de petite ville en petite ville à la rencontre des publics scolaires, justement, et puis le week-end des publics familiaux, avec des œuvres du Centre Pompidou, avec l'aide de nos bénévoles, et qui, justement, vont à la rencontre des publics pour amener l'art là où peut-être il n'est pas là, parce que géographiquement, ce sont des régions où l'offre culturelle est peut-être moins importante. Alors c'est assez génial, c'est un semi-remorque qui se balade effectivement, le musée mobile MUMO, qui se balade et qui présente des œuvres avec quelqu'un qui raconte en fait l'histoire de l'œuvre. Et puis surtout avec tout un travail en amont avec les écoles. Ça, c'est un élément qui est très très important. Il y a tout un kit qui est envoyé avec les écoles partenaires et donc ça permet aux professeurs de s'approprier justement cette exposition, de travailler en amont avec les élèves et donc leur niveau d'engagement est bien plus élevé que si c'était une simple visite puisqu'ils ont déjà travaillé sur le thème. Le thème de cette année, c'est le bestiaire et donc il y a des animaux de toutes sortes, dont des Vassarelli, des Sonia Delaunay qui vont se promener dans ce musée mobile et finalement les élèves vont les découvrir mais auront déjà travaillé dessus, seront déjà un petit peu familiers et donc ça éveillera, on l'espère et on le sait, d'autant plus leur curiosité. Mais ce sont des vraies œuvres? Ce sont des vraies œuvres. Comment vous faites pour la protection? Parce que le semi-remorque qui se balade et qui va, attendez, j'ai noté, à Dunières, puis à Maufonçon-en-Velay, par exemple. Comment vous faites pour la protection des œuvres? Mais écoutez, tout ça a été très bien pensé. Très bien organisé. Et puis vu avec les assureurs. Vous ne donnez pas les clés? En revanche, je dois vous avouer que sur notre deuxième projet, qui est le projet de bateau musée, là, le fait que ce soit un musée sur les flots, on ne va pas présenter d'œuvres en réel, ce seront des œuvres numériques avec une expérience immersive numérique qui permettra justement de faire vivre une expérience multisensorielle avec un aspect documentaire dans une première partie plus didactique qui expliquera véritablement le contenu et enfin une expérience immersive travaillée donc en partenariat avec le musée du Louvre. Alors, il y a beaucoup de stéréotypes, on en parlait, le cliché par rapport déjà aux lieux où on n'a pas forcément accès à l'art, ou en tout cas on aurait peur de ne pas être légitime effectivement pour aller vers l'art. Et puis il y a les stéréotypes aussi sur la musique classique c'est fait pour les riches et le hip-hop pour les banlieues. C'est complètement incroyable, mais ces stéréotypes persistent encore. Comment on fait pour gommer ces stéréotypes-là? Je voudrais vous apporter un petit bémol parce que je ne conteste nullement tout ce qui a été dit sur l'aspect social des choses, mais les dimensions sociales ou géographiques ne sont pas les seules qui peuvent être un handicap pour les enfants. Nous intervenons à l'hôpital pour des enfants hospitalisés en court ou en long séjour et leur hospitalisation est quelque chose qui à la fois les empêche ou les gêne dans leur prise de contact avec les bienfaits de la culture et en même temps on leur apporte un véritable réconfort. Bien sûr. Évidemment. Alors, se pose la question aussi de l'école. L'art à l'école, forcément. L'école est là aussi pour apprendre, pour se cultiver, apprendre à réfléchir, apprendre à avoir cette capacité de réflexion, justement. Est-ce que l'école remplit ce rôle par rapport à l'art en général?
Écoutez, on ne peut que l'espérer et je crois qu'il faut saluer le travail formidable de tous ces professeurs d'art plastique qui essayent justement d'éveiller à l'art, que ce soit à travers la pratique ou à travers des connaissances de l'histoire de l'art, quelle qu'elle soit. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place avec ces visites quasiment systématiques de musées lors du cycle du primaire. On se rend compte qu'il y a encore évidemment bien des choses à faire et c'est ce que nous nous attelons à faire avec aussi nos bénévoles. Nous avons mis en place, par exemple, un programme avec le musée du Louvre où nous invitons en fait des associations ou des classes du champ scolaire à visiter le musée du Louvre. C'est une visite qui permet justement de finalement aller combler ce qu'on appelle ce dernier kilomètre, c'est-à-dire ce qui sépare finalement les classes ou les différentes personnes de la visite au musée. Donc encore beaucoup de choses à faire, c'est certain, mais il y a des choses qu'on peut faire aussi en tant que citoyen et je pense que nos deux organisations représentent justement cet engagement citoyen. Il ne faut pas compter évidemment que sur les familles ou sur l'école. On peut aussi en tant que citoyen s'engager pour rendre la culture, partager la culture avec ceux qui en sont éloignés pour des raisons géographiques ou parce que quand on est en prison ou à l'hôpital ou dans un EHPAD, eh bien on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas sortir, mais ça peut aller évidemment bien au-delà de ça. Mais est-ce que vous pensez que le nombre d'heures d'art plastique, puisque c'est comme ça que c'est appelé, enseigné à l'école est suffisant ? Je n'ai pas d'opinion sur le sujet. On intervient assez peu avec les écoles proprement dites. Nous intervenons en général plutôt dans les centres de loisirs, oui, dans les mêmes lieux, mais le mercredi après-midi. Et dans les écoles, vous avez un... Je dois avouer que je préfère aussi ne pas me prononcer sur cette question. Se prononcer en revanche sur les enfants qui vous entourent et qui doivent vous raconter ce que sont les cours d'art plastique à l'école, c'est souvent pris un peu comme une cour de récré. On écoute sans vraiment écouter. Comment est-ce que c'est à l'école de changer sa manière peut-être d'apprendre, d'enseigner l'art ? Ce qui est vrai, c'est qu'on peut. Alors là, je vais prendre la casquette de mère de famille. C'est vrai que j'ai encore entendu hier de parents d'élèves des gens dire que le sport ou les arts plastiques étaient moins importants que le reste des matières. C'est quelque chose contre lequel personnellement, et je pense au nom de la Fondation, nous sommes absolument contre cette idée préconçue. Et c'est absolument essentiel justement de passer outre ces clichés qui laisseraient entendre que l'éducation artistique ou l'éducation sportive sont moins importantes que les autres sujets. Comme le mercredi, nous sommes souvent en concurrence temporelle, je peux dire que la situation est bien pire pour les arts que pour le sport. Pourquoi vous dites ça ? Parce que les gamins préfèrent le sport. Enfin, on connaît quand même beaucoup qui... Statistiquement. Statistiquement, d'accord. Surtout les gamins masculins, d'ailleurs. Mais est-ce que vous pensez que c'est du fait de l'école, justement, ou des familles, ça ? Est-ce que, finalement, l'art n'est pas assez présent dans les familles ? Puisque c'est quand même une initiative qui démarre à la maison. De pouvoir tout d'un coup regarder un tableau, écouter une musique, regarder un film, voilà, et se dire... C'est possible, mais je crois que les gamins ont besoin de faire du sport, tout simplement. Ah oui, non, ça c'est certain. Ça ne veut pas dire qu'il faut enrayer l'autre. C'est juste de parler de l'idée d'amener en fait les enfants à la culture de l'art. Non ? Oui, bien sûr. Enfin, on revient au même sujet. Là où les familles où il y a moins de pratiques artistiques, moins de consommation culturelle, eh bien, évidemment, les enfants auront moins le réflexe. Ça ne leur traversera pas l'idée, en fait, la tête. Donc, ce qui est important, justement, c'est que si jamais ces enfants n'ont pas eu la chance d'être éduqués, justement, dans un environnement qui mettait ça en avant, pour lequel c'était important, pour plein de raisons différentes, qui n'est pas nécessairement le désintérêt d'ailleurs, c'est peut-être aussi le manque de temps, le manque de moyens, etc. Eh bien, il est essentiel dans ces cas-là qu'on puisse justement offrir à ces enfants, à travers l'école, qui joue quand même son rôle justement d'amener les enfants dans les musées et de les éduquer à l'art, eh bien, la possibilité justement de s'ouvrir et d'avoir d'autres occasions de créer des nouvelles rencontres entre ces jeunes publics et les institutions culturelles. Vous avez tout à fait raison. Nous, l'expérience qu'on a, c'est à travers les centres de loisirs. Et il est sûr que la personnalité, la façon de travailler des animateurs des centres de loisirs est tout à fait essentielle. Si ils savent y faire pour intéresser les enfants à nos activités artistiques, il n'y a pas de problème. S'ils laissent aller les choses un peu sans incitation, le foot a beaucoup plus de charme souvent. Je veux quand même dire, parce qu'on a en effet des actions aussi dans les centres de loisirs.
Franchement, l'appétit des enfants, il est là, en fait. C'est oui, pas qu'une question d'éducation, c'est qu'il est là. Il y a une curiosité, une volonté. On peut leur montrer des œuvres qui peuvent sembler très compliquées. Et en fait, ils se les approprient, ils réagissent, ils vont les réadapter. Enfin, il y a des choses absolument formidables qui se passent, indépendamment de ce qui se passe à la maison. Donc, en fait, si les enfants sont pris très jeunes, on se rend compte que l'intérêt, il est là, il est très spontané. La pratique spontanée de l'art, elle commence dès le plus jeune âge. Dès qu'un enfant s'empare d'un crayon, il va commencer à représenter le monde qui s'offre à lui. Et donc, finalement, l'intérêt, il est là. Il faut juste le nourrir pour pouvoir justement le faire fructifier. Tout est dans la manière de le faire, en fait, absolument. dans la forme, la manière de proposer effectivement l'art. Et c'est ce que vous faites justement intelligemment avec Art Explora, qui va être, non, mais qui va être disponible à la fois pour les enfants et pour les parents qui auront beaucoup à apprendre ou à redécouvrir. On a tous toujours des choses à apprendre. Et l'idée avec la plateforme Art Explora Academy, c'est que ce soit fait en plus de façon un peu décalée, pop, ludique. Et donc, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, eh bien, tout le monde y trouve son compte parce que ce sont des capsules courtes que l'on peut lire ou découvrir entre deux réunions, entre deux cours, en attendant le métro, en attendant un ami. Et finalement, c'est aussi cette façon-là de s'adapter à la façon dont on vit maintenant, de ne pas proposer des cours d'1 heure et demie que personne n'ira voir par manque de temps, mais vraiment de pouvoir s'adapter justement à ces modes de fonctionnement de nos jours. Profiter du numérique. Au titre de l'intérêt. On va devoir couper, oui. Mais il faut parler aussi de leur créativité, qui est évidente, mais comme toute créativité, elle demande à être canalisée, stimulée par la méthode, et c'est ça l'art. Très bien, merci beaucoup en tout cas François-Didier Lemoine d'être venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes présidente de Volontariat et Soutien par l'art. Merci Agnès Zetserklas d'avoir été avec nous. Vous êtes directrice des opérations et développement chez Art Explora. Et on le rappelle, donc, c'est quand l'application? Mardi prochain. Mardi prochain. Télécharger l'application sur les différentes plateformes et découvrir la nouvelle campagne de publicité qui justement fait écho à ces petits moments perdus que nous connaissons tous dans notre journée et comment utiliser ces moments perdus de façon à grandir plutôt que de perdre son temps. Je télécharge mardi, c'est promis. Merci. Merci à vous. On se retrouve juste après la pub. En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. De retour sur le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Barbara de Baudry-Dasson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Barbara, qui est radieuse. Vous êtes la fondatrice d'Union School Paris, qui ouvre ses portes à la rentrée, c'est-à-dire en septembre. Absolument. Nous sommes en avril, si je compte bien, oui. Dans l'entre-deux-tours. Racontez-moi le projet de Union School, qui a priori aurait une connotation britannique, anglophone. Absolument. Union School, sa grande colonne vertébrale, c'est le bilinguisme. Enseigner en immersion avec des enseignants natifs. On a 9 classes, depuis la toute petite section jusqu'au CM2. De 20 élèves maximum. Mais Union School, c'est plus que le bilinguisme, avec ce double cursus, le curriculum anglais et l'éducation nationale. C'est
je parle souvent d'un parcours éducatif puisque nos horaires sont allongés. 8h, on ouvre les portes à 8h15, on les fermera à 8h45. Les enfants restent jusqu'à 18h à l'école. Obligatoirement? Alors, pour les tout petits, on fera quelques exceptions, puisqu'on a déjà des parents qui nous ont dit « vous êtes certains », etc. En fait, avec le directeur qui est anglais, on se dit que les enfants voudront absolument rester à l'école très rapidement, mais on verra ça. Ce sera une petite discussion avec les parents. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Ils voudront rester. Pourquoi? Oui, vraiment, ils voudront rester parce qu'en fait, vous organisez l'école de manière un peu différente. Vous suivez le programme français. Oui, absolument. Ouais. Mais vous proposez en fait tout un tas d'ateliers qui sont autour du traditionnel cursus. En fait, c'est pour ça que je parle de parcours éducatif, parce que dans une semaine d'école, les enfants non seulement suivent le parcours académique classique et le English curriculum, mais en une semaine d'école, ils pratiquent également le codage, le théâtre, les échecs à compter de la grande section. Ils reçoivent une éducation artistique. Tout ça, ce sont des prestataires extérieurs que nous avons choisis, qui se déplacent au sein de l'école. On a la chance d'avoir un potager et on a noué un partenariat fabuleux avec la Fondation Good Planet. Donc, la fondation de Jacques Attali. Absolument. Qui se bat effectivement pour l'écologie, pour la planète. Exactement. Et dans le parcours des enfants, et on le considère, nous, comme une matière à part entière, les enfants vont recevoir une éducation au développement durable avec un curriculum qui est élaboré par la Fondation elle-même, un contenu exclusif pour Union School. Alors j'imagine que c'est votre sensibilité à vous qui a fait que vous avez choisi aussi ce point précis sur l'environnement, sur l'écologie, mais c'est aussi une demande des parents que vous rencontrez? C'est une demande des parents, parce qu'effectivement, les familles auxquelles on s'adresse ont des parcours, j'ai envie de dire, d'excellence étrangers ou français, et en réalité, ont pour leurs enfants envie d'abord de bilinguisme, et d'un bilinguisme poussé, avec les horaires qui sont les nôtres. Les enfants vont pratiquer l'anglais 17h30 par semaine, ce qui est absolument colossal, mais ont envie d'une ouverture des esprits de leurs enfants. Donc effectivement, il y a cette éducation développement durable. On a aussi, nous, un temps dédié à la solidarité pour tous les enfants de l'école. Nous allons travailler avec une association merveilleuse qui s'appelle Mona et qui anime des ateliers créatifs auprès des enfants hospitalisés dans les hôpitaux parisiens. Pendant la Covid, sa présidente a eu l'idée de fabriquer des petits kits à destination de ces enfants. Là, l'ensemble de l'école va être impliqué dans ce projet. C'est un temps hebdomadaire dédié à un travail bénévole. Ça fait partie du parcours éducatif Union School. Ouais. Parcours éducatif, en fait, pour vous, c'est à la fois effectivement l'enseignement, donc si je comprends bien, traditionnel français et aussi britannique, anglais. Et c'est aussi une façon de leur apprendre à réfléchir, leur apprendre à effectivement être solidaire, à être bienveillant, à construire en fait une société de demain avec l'idée écologique. Oui. Et quand vous dites réfléchir, je rebondis parce que le programme de l'éducation nationale introduit l'histoire à partir du CM1, par exemple, et nous sommes en train de travailler avec une historienne anglaise et un historien français sous l'égide de notre directeur anglais pour faire démarrer l'histoire dès la petite section et avec en sous-jacent l'idée de évidemment critiquer ses sources, se poser un certain nombre de questions et adopter des perspectives qui vont être différentes selon le pays ou le continent sur lequel on se trouve. Et par exemple, pour être plus clair, quand on parle de Napoléon, on n'a absolument pas la même vision des choses lorsqu'on est français que lorsqu'on lit un livre d'histoire français et les perspectives anglaises. Donc l'idée, c'est aussi d'introduire dans l'esprit des enfants un sens critique et une aptitude à questionner en fait les événements. Le monde en permanence. Pourquoi vous pensez que dans le système français, classique français, on ne pense pas enseigner l'histoire finalement en petites sections? Alors, effectivement, ils ont une éducation morale et civique. L'histoire, qu'est-ce qui a motivé le fait que le programme d'histoire démarre à partir du CM1 je ne sais pas. Pour vous, proposer un enseignement académique d'excellence, je vois que c'est très important. Oui. Est-ce que vous pensez que votre école est là parce que finalement le système classique français ne le propose pas? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui fait la différence? Est-ce que finalement c'est par défaut ou par choix? Alors, c'est par choix et sans doute par défaut également. Parce que voir rassembler en un seul et même lieu autant d'activités qui viennent développer les différentes compétences des enfants, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, effectivement, non, je dirais que c'est par choix. Après, par défaut... En fait, nous, ce qu'on introduit beaucoup... Parce que le programme de l'éducation nationale, il est merveilleux, en fait. Il est exigeant, il est très bon. C'est le voyage, en revanche, qui parfois est plus douloureux pour les
les élèves. Donc nous, on introduit une méthode plus anglo-saxonne, j'ai envie de dire, qui fait se développer la confiance en soi des enfants dans l'excellence avec bienveillance, puisque l'une n'exclut pas l'autre. Comment est-ce possible ça? Parce que d'autres grandes écoles bilingues, comme Janine Manuel, pour ne pas la citer, propose aussi l'excellence et parle de bienveillance, mais ce n'est pas forcément tous les jours le cas. On a vu des témoignages. Donc comment vous allez pouvoir proposer cela et comment vous vous différenciez? Alors je suis très heureuse que vous nous posiez cette question, puisqu'on a recruté tous nos enseignants qui sont... c'est tout un long processus qui a été le nôtre, mais au-delà de la qualification et l'expérience de nos enseignants et enseignantes, puisque nous avons aussi un homme, le critère de l'absolu, au-delà d'être passionnés par leur métier, la gentillesse qui est la leur, la kindness qui est la leur, le sourire qui est le leur, font partie des critères de recrutement. Donc on a effectivement je dis notre dream team d'enseignants, parce qu'elles sont vraiment fantastiques. On les réunit régulièrement pour créer cet esprit d'équipe qu'on prône aussi, qui fait partie des valeurs d'Union School, mais une absolue bienveillance et peut-être un encadrement. Nos classes sont petites, on a 20 élèves maximum. On a aussi un système de coordinateurs, etc., avec une enseignante qui est spécialisée en besoins spécifiques aussi, donc qui sera là pour scruter, materner, encadrer, entourer plus particulièrement les enfants qui en auraient besoin. Donc c'est tout un système qui est mis en place. Notre directeur, il est adorable aussi. C'est un homme absolument... il est bon. Vous ne diriez pas le contraire. Non, évidemment, je ne dirais pas le contraire, mais je le pense sincèrement parce que c'est un homme bon. Au-delà de son immense expérience. La liste des ateliers, si je puis dire, ou en tout cas des activités parallèles que vous proposez est extrêmement longue. J'ai regardé cours de yoga, méditation, chant. Vous parlez d'échecs tout à l'heure. Mon fils, qui a commencé à jouer aux échecs très tôt, pareil, adorait ça aussi. Le dessin, les cours de codage, l'initiation à la philosophie. Oui. Enfin bref, tout ça, ça a forcément un prix. Est-ce que ça justifie effectivement le prix de la scolarité qui est quand même très élevé? Alors, le prix d'une scolarité, d'abord, faisons un peu de pédagogie. Oui. Un enfant, son éducation coûte environ 10 000 € à l'État par an, ce que le français ne sait pas, puisque ça passe dans ses impôts, et donc l'école publique est gratuite. Quand dans certains types d'écoles, on paie une petite somme supplémentaire, mais en réalité, le coût d'une scolarité se décompose de la manière suivante. Vous avez le coût de votre immobilier. En l'espèce, il est important. Nous, on va avoir un bâtiment neuf, 3 cours de récréation, un potager, 1200 mètres carrés de bâtiment. Car vous êtes hors contrat. Alors, la loi impose d'être hors contrat pendant les 5 premières années d'existence de toute école, quelle qu'elle soit. Donc, vous n'avez aucune subvention et absolument aucune possibilité d'en recevoir. Donc, vous avez le coût de l'immobilier, vous avez ensuite le coût des salaires de vos enseignants. En l'occurrence, ils sont plus nombreux pour moins d'élèves et mieux payés que l'éducation nationale. Nous, on a souhaité que nos enseignants anglais et français soient rémunérés de la même manière à qualification égale. Et ensuite, en l'occurrence, Union School inclut toutes ces activités. Qui coûtent beaucoup d'argent, effectivement. Oui, mais c'est pas... Elle n'explique pas... En fait, le prix, c'est vraiment le coût de l'immobilier et la plus grosse partie de la scolarité, c'est ça. Rentre dans l'immobilier et la rémunération des enseignants. En tout cas, ça fera des enfants heureux et qui pourront effectivement s'éveiller à énormément d'activités et de programmes. C'est l'idée, en fait, le rêve qui est le nôtre, c'est de se dire que nos élèves, d'abord, auront hâte d'aller à l'école, y compris le dimanche soir, en disant vivement lundi, parce qu'on va passer une journée extraordinaire. Ma maîtresse, c'est génial pour les parents, en fait. C'est aussi génial pour les parents, et que les enfants puissent se dire, lorsque nous étions petits, nous étions dans une école extraordinaire, et que les parents puissent dire la même chose. Donc vraiment, c'est vrai qu'on aura une capacité d'accueil de 180 élèves, ça va être un petit village qu'on souhaite extrêmement vertueux, mais l'idée c'est ça, c'est que les enfants aiment venir tous les matins à l'école en se disant il y a telle personne qui vient nous expliquer ça, etc. et se régale en fait. Écoutez, Barbara de Baudry-Dasson, je vous souhaite bon vent, bonne chance pour l'ouverture de Union School qui se fait donc début septembre. Les inscriptions c'est maintenant, donc courez-y. Et vous avez un site internet, c'est le moment. Absolument, unionschool.paris. Et voilà, tout est dit. Sur les réseaux sociaux également, vous pouvez nous suivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci mille fois. Comme tous les vendredis, on donne la parole aux enfants dans Souvenirs d'écoliers. Cette semaine, on leur a demandé de nous parler d'écologie, justement. Regardez. Est-ce que tu peux me dire d'où vient la pollution? Des voitures, des personnes qui jettent les déchets,
Les gaz, le pétrole, les sacs plastiques. C'est quoi une espèce menacée? Un animal en voie d'extinction. Et t'en connais? Tu peux m'en citer ou pas? Le mammouth, non. L'éléphant. Ça peut être n'importe quoi, mais il y en a plus beaucoup. Comment on peut faire pour réduire les déchets? On pourrait, par exemple, organiser des actions citoyennes et ramasser des déchets pour la mairie, pour la planète, pour le monde. Comment on peut se déplacer dans la vie sans polluer? En vélo, on peut se déplacer en vélo, en trottinette, en overboard. On peut prendre des Tesla. Est-ce que tu sais ce que c'est un climato-sceptique? Climato-sceptique, c'est une personne qui ne croit pas au réchauffement climatique. Et ça, tu comprends qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à concevoir? Oui, je comprends pourquoi, mais ce n'est pas forcément une raison. C'est parce qu'ils voient juste ça à la télé et eux ne croient pas tout ce qu'ils voient. Comment tu vois la Terre dans 100 ans? Des voitures volantes. Faudrait pas trop abuser sur les voitures volantes parce qu'après, encore plus, ça va polluer. Parce que il faudrait qu'elle reste comme elle est, mais qu'il y ait des améliorations sans polluer. Faudrait des Tesla volantes en fait. Oui, voilà. À dire en fait les enfants sur l'écologie, ils sont préoccupés. Il faut les écouter absolument, et c'est génial je trouve de voir ces réactions d'enfants et ces initiatives. Les voitures volantes, d'abord je trouve qu'ils sont optimistes parce qu'ils se projettent déjà dans 100 ans, donc pour eux l'inquiétude est mesurée, et après sur les moyens de locomotion et nous le rôle qu'on a en tant qu'adultes et l'école particulièrement, c'est toute cette éducation au transport, etc. Nous on met des vélos électriques à disposition de nos enseignants aussi. Génial, ça confirme effectivement le bon choix que vous avez fait de parler d'écologie aussi, vous préoccupez de l'environnement avec votre potager au sein de Union School. Bravo Barbara. On va aussi maintenant revoir Malika Ménard qui a reçu Nelson Montfort. Il lui a notamment parlé de ce moment douloureux lorsque sa fille a été victime de harcèlement scolaire à l'école. Alors l'école de demain pour vous, elle est comment? Avec plus de sport, on l'a dit. Alors déjà, il y a une chose, c'est que les deux années qu'on vient de vivre font que statistiquement, vous l'avez vu comme moi, le bac est donné. Il y a 98%, donc le bac est quasiment donné. Ça remet en cause, à base de contrôle continu, ça remet en cause beaucoup de choses. Ça remet en cause tout. Parce qu'on se dit au fond, mais je fais quelque part l'ensemble des études, on va dire secondaires, c'est pour amener vers le bac. Si on donne cet examen, ça veut dire que les études, je ne veux pas dire qu'elles ne servent à rien, mais ça veut dire qu'il y a des vraies questions à se poser. À partir de là, eh bien, privilégions les choix des élèves, privilégions les passions des élèves. Ne les obligeons pas à étudier du droit de la procédure romaine d'il y a 2000 ans. Je veux dire, ou des maths. Ou des maths, exactement, ou des maths. Ouais. À quoi sert aujourd'hui, dans 2 temps, à quoi sert de faire des études de maths si, on donne le bac, et 2, après, vous ne vous en servirez plus jamais? À se prendre la tête, à se stresser de façon épouvantable. Tout est à refaire. Effectivement, la vie scolaire, qui, je pense, pourquoi est-ce qu'aux Pays-Bas et en Allemagne et en Suisse et en Autriche et partout, et sans parler de la Grande-Bretagne, où on pratique du sport toutes les après-midi, en France, pas. En France, le sport pour les élèves consiste à soulever des cartables qui pèsent 7 ou 8 kilos. Ça s'arrête un peu, ça. Hein. Oui, ça s'arrête un peu grâce effectivement, d'accord, ça c'est le bon côté des tablettes, effectivement. Ça, c'est le bon côté du numérique. On a beaucoup parlé aussi de harcèlement scolaire. Ouais. Et j'ai lu que vos filles ont été un petit peu bazardées à l'école parce que du fait de votre notoriété. Ma fille aînée, surtout Isor, qui a même dû changer d'école à cause de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, elle s'était retrouvée avec 3 pestes. Il n'y a pas d'autre mot, parce que je veux dire, quand 3, dont 2 sœurs, qui plus est, se mettent à vraiment à traumatiser. Et je me suis rendu compte de ça parce qu'elle ne nous en a jamais parlé. Nous nous en sommes rendus compte presque par hasard. Les enfants ne le disent pas. Alors s'ils ne le disent pas à leurs parents, ils intériorisent ça de manière terrible. Et je dirais que ça c'est la double peine, quelque part.
Et ouais, je suis pas... Enfin, ça, c'est un des très mauvais souvenirs de ma vie, parce que de faire du mal à son enfant, c'est bien pire que de se faire du mal à soi. Vous avez réagi comment? Non, mais surtout, il n'y avait aucune espèce de raison. Ben non, mais j'ai pas pu réagir parce que quand on l'a su, elle avait déjà changé d'école. Et j'allais pas quand même appeler la mère pour dire que. Et vous l'aviez pas changé d'école pour cette raison-là? Si, on l'a changé d'école pour cette raison-là. Mais sans entrer dans les détails. Il n'était pas très content. Il me dit voilà, bientôt arrive la seconde, ce serait peut-être bien que j'aille un peu voir ailleurs, etc. Et là, ça a été un enchantement. Là, elle a rencontré des amis qui sont restés des amis, notamment celle qui est sa meilleure amie aujourd'hui, qui est une grande férue de musique, etc. Ça a été comme quoi l'environnement, la proximité. C'est vrai que les enfants, on le dit souvent, ne sont pas toujours très gentils entre eux. Et moi, je me suis senti, parce que vous avez mis le doigt sur ce qu'il fallait, moi, je me suis senti coupable parce que, effectivement, c'était aussi à cause de ma notoriété, parce qu'il y avait les guignols de l'info à l'époque, etc. Voilà. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui m'a profondément déplu. Ouais. Donc, ça veut dire que l'école demain, c'est aussi plus d'éducation à la maison. Exactement. Mais comment on fait? Ça commence là. Bah oui. Je suis 100% d'accord. C'est la fin de cette émission. Déjà, le temps passe vite. Le temps passe très vite. En votre compagnie. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Je le rappelle, votre livre Mémoire olympique est toujours en librairie. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. C'est le meilleur de School TV avec le Zap. Maman, notamment, elle désobéit parce que quand vous devez entrer en 6e, on vous assigne un établissement spécialisé, vous êtes paraplégique, vous êtes en fauteuil, on dit « Oula, petit Frédéric, il va aller ailleurs ». Et votre maman, elle dit non. Mon papa et ma maman disent non. Et ils en viennent même... ils ont payé de leur personne. Ils en viennent même aux mains avec un directeur d'établissement, avec un proviseur. Non, vraiment, ça a été une conversation un petit peu musclée, puisque à l'époque, en 6e, j'y rentre, on est en 1973. Et les lois Abi n'ont pas encore été votées. Mes parents ont vraiment été précurseurs. Ils avaient leur certificat d'études, ils arrivaient de Tunisie, mais ils avaient compris une chose. Vous aviez un papa ouvrier. Exactement, et une maman qui était femme au foyer et dont la principale activité était de m'accompagner à l'école et donc au collège de venir me rechercher à chaque heure pour m'amener d'une salle à l'autre. Puisque il n'y avait pas de ce qu'on appelle les AESH aujourd'hui. Absolument pas. Et c'était la condition pour que je puisse être scolarisé. Il n'y avait pas eu toutes ces lois qui ont été effectivement et heureusement votées après, même si l'intégration des enfants, il y a encore énormément de travail. Mais à l'époque, ils étaient vraiment précurseurs. Et donc, effectivement, ils ont appris à désobéir. À l'époque, un enfant paraplégique devait aller dans un centre spécialisé où on me proposait, et franchement, il n'y a aucun côté péjoratif à ça, je devais être soit horloger bijoutier, soit faire un CAP de comptable, soit un CAP de peintre sur émo. Franchement, c'était les seuls choix qu'on j'étais pas manuel du tout. Et c'est pas parce qu'on a pas ces jambes qu'on est forcément manuel. Et donc voilà, et on a désobéi, on est vraiment, enfin, il y a vraiment eu un acte de résistance à la limite de la violence. Non, c'était des gens qui savaient se tenir, mais vraiment, enfin, où une vraie conversation. Une conversation musclée. On avait envie d'aborder cette question avec vous parce qu'aujourd'hui, la dépression pourrait être la première maladie mondiale en 2030. En tout cas, c'est ce que l'Organisation mondiale de la santé prévoit. Rien qu'aujourd'hui, un Français sur 5 est concerné par une pathologie mentale. Pour prendre la question à bras-le-corps, vous avez donc décidé de créer ensemble et aux côtés de 5 autres membres fondateurs le collectif Mentaltech. Fanny, quelles sont ses ambitions exactement ? Alors, le collectif Mentaltech a pour ambition de répondre à cette urgence que vous venez d'évoquer. Les chiffres sont assez révélateurs. Il y a un énorme besoin sur la santé mentale en France. Ce besoin n'est encore, hélas, pas suffisamment adressé, faute de moyens. Eh bien, les solutions numériques peuvent en partie répondre à cette urgence. Et donc, nous avons décidé de nous associer, cette société, mais avec aussi une 50aine de membres qui, je l'espère, vont nous rejoindre bientôt, parce qu'ensemble, on est plus fort et qu'on a envie de déployer des solutions de e-santé en santé mentale, efficaces, éthiques, bienveillantes, françaises. Le gouvernement portugais s'emploie pour faire progresser son système éducatif. Le plus gros souci aujourd'hui, ce sont les disparités entre les différentes régions au Portugal. Mais bien sûr,
Vous savez que dans les grandes villes, il y a plus d'emplois et des emplois de qualité mieux payés et tout ça. Et donc les parents, ils ont des recours pour accompagner leurs enfants. Il y a le milieu rural, c'est plus compliqué. Il y a des élèves qui n'ont pas de l'ambition scolaire. Ils veulent être comme leurs parents et un peu comme ça, donc c'est difficile. Et aujourd'hui, le gouvernement arrive à faire accepter à des bons professeurs, des professeurs qui sont bien formés, pour qu'ils aillent justement dans des zones où les inégalités sont croissantes. Comment on arrive à les motiver ? On a le concours est, comment dire, est public. Oui. On n'a pas, par exemple, comme pour les médecins, qu'on les paie mieux ou pas mieux. On leur offre des conditions meilleures pour aller dans des zones plus défavorisées. Chez les professeurs, c'est pas pareil. Moi, déjà, le premier message que j'ai envie de faire passer, c'est au pouvoir public de faire en sorte que, pour que la banalisation existe, en fait, le vrai problème aujourd'hui de l'accessibilité, de l'inclusion, pour prendre un terme à la mode, c'est la banalisation du regard, c'est la méconnaissance. En fait, les gens, on le voit aujourd'hui, même dans des structures professionnelles, dans des entreprises, des managers rechignent à embaucher des gens parce qu'ils n'ont jamais eu contact. C'est une forme de méconnaissance. La méconnaissance crée la crainte, crée la défiance. Et si dans les écoles déjà on voyait plus d'enfants en situation de handicap, je n'aime pas parler de handicapés, mais de situation de handicap, il y a une vraie différence là-dessus. Parce qu'une situation de handicap, elle est temporaire et elle n'inclut pas du tout, elle ne porte pas et dans ce vocable-là, il n'y a pas d'empêchement. Une situation de handicap, on est tous à un moment ou à un autre dans notre vie en situation de handicap. Handicapé, ça veut dire empêché. Or, on n'est pas forcément empêché, et en tout cas pas tout le temps. Plutôt, on va pouvoir prévenir les pathologies liées à la santé mentale ou justement la favorisation du bien-être chez les enfants, chez les adolescents et chez l'adulte aussi, moins on aura de coûts cachés de cette santé. Ensuite, ça veut dire qu'il faut déployer des initiatives assez rapidement pour favoriser l'accessibilité des soins aussi, parce qu'il y a aussi cette problématique-là dans les questions de santé mentale, l'accès d'abord à un professionnel de santé qui va pouvoir nous accompagner sur ce chemin, Fanny. Tout à fait. Donc vous avez souligné l'aspect préventif qui est vraiment hyper important en santé mentale, hein, Nicolas. Tout ça sont des coûts cachés qui sont insoupçonnés, on n'imagine pas, parce qu'on est anxieux de ne pas aller faire un scanner. Et pourtant, voilà, ça existe et ça coûte cher. Mais après, une fois que finalement on n'est plus dans la prévention, mais dans une souffrance réelle, la problématique, c'est que les personnes, parce que c'est tabou sans doute, et parce qu'aussi elles n'ont pas forcément accès, elles vont attendre très longtemps avant d'aller voir un praticien. Moi, j'ai quasiment un patient sur 3 que je mettais sous traitement médicamenteux ou chez qui je dois prescrire un arrêt de travail. Et ça coûte aussi énormément cher. Et pourquoi je le faisais ? Parce qu'ils arrivent tard chez moi. Et pourquoi est-ce qu'ils arrivent tard chez moi ? Parce qu'ils n'osaient pas venir. Ou bien alors parce que j'avais 3 mois d'attente. Donc la téléconsultation, par exemple, eh bien, ça peut être une super solution pour ne pas avoir 3 mois d'attente, mais 24 heures. Et je ne dis pas que ça va remplacer, hein, le numérique n'est pas là pour remplacer l'humain, mais c'est venir compléter là où de toute façon il y a une carence, il y a un besoin et où pour l'instant il n'y a rien du tout. Ouais, ce que vous dites aussi, c'est qu'il ne faut pas de solution pansement, sans mauvais jeu de mots, pour parer à la crise de l'hôpital et aux déserts médicaux. Tout à fait. Là, de toute façon, on n'a plus le temps d'attendre. Il y a une urgence. Donc, le numérique en santé mentale, qu'on le critique ou pas, de toute façon, ça va arriver. Donc, autant que ça arrive bien, avec des professionnels de santé qui vont déployer des solutions éthiques dont on connaît l'efficacité. Il n'y a plus le choix. Il y a une véritable urgence. Donc, de toute façon, ce numérique, c'est une chance et il faut absolument agir très vite et très fort. Sur quoi est basé l'enseignement, d'après vous, au Portugal ? Il est basé sur des compétences, le développement des compétences des élèves, soit sur l'informatique, soit sur la lecture, soit sur le savoir-être, le savoir-faire. Donc,
on essaie de les préparer à être des citoyens actifs. Et vous avez le sentiment justement que le Portugal a progressé ces derniers mois, ces dernières années, aussi bien sur le savoir-être que sur le savoir-faire? On essaie de les préparer le mieux possible. Vous pouvez nous dire la vérité, on est entre nous. Parfois c'est difficile parce que tout d'abord il faut les motiver. Ouais. Et vous savez qu'on a des élèves qui sont peu motivés pour apprendre et pour développer leurs compétences. Vous avez quand même fait aussi de la plongée sous-marine. Oui. Vous avez même un diplôme. Je crois de plongeur autonome. C'est ça, le 3e degré, oui. Voilà, alors il y a je ne sais pas combien de degrés. Il y en a 4. Beaucoup. Ah oui, voilà, non, mais c'est ça. Vous faites de la moto, du quad? Oui, du quad. J'ai toujours eu. C'est pas par défi, c'est pas pour. Moi, je tiens la. Ma question, c'est qu'est-ce qui vous donne cette ressource-là? Il n'y a rien de suicidaire là-dedans. Hein. Je ne fais que des choses que je peux adapter à ma différence. C'est-à-dire que lorsque j'ai vraiment eu envie de faire de la plongée sous-marine, c'était aussi pour accompagner celle qui est devenue mon épouse et qui est toujours plongeuse. Nous sommes allés dans plusieurs centres de plongée. Au début, il y en a eu 2-3 qui nous ont regardés avec des yeux tels des lapins pris dans les phares d'une voiture. Et puis un 3e club de plongée où le mec m'a dit écoute, essayons. Je savais que je savais bien nager. On va faire un essai en piscine. Qu'est-ce qui donne cette force? Parce qu'il faut croire en soi pour faire tout ça quand même. Il faut avoir envie. Qu'on soit handicapé ou pas, je veux dire, il y a un message général à donner. C'est l'envie, le secret. C'est l'envie, et ça n'est que ça. Il n'y a aucun défi là-dedans. Il n'y a aucun sens d'aller au bout de soi. Enfin, tout ça, moi, je m'en contrefous. C'est l'envie. C'est vraiment l'envie. Quand quelque chose me fait envie, alors bien sûr, si vous me demandez de faire un numéro de claquette, je vais peut-être avoir du mal. Mais que la chose me paraît possible, plausible, on y va. J'essaye d'adapter. Tout est une question d'accessibilité. Et qui dit accessibilité dit adaptation. On va revenir justement au modèle de chacun d'entre vous, notamment avec HypnoVR, Nicolas Châtel. C'est la solution immersive que vous avez co-créée, le leader des thérapies digitales pour réduire la douleur et l'anxiété. L'hypnose médicale, ça peut passer par la réalité virtuelle ? Alors, tout à fait. Et c'était tout l'objet de la création d'HypnoVR il y a maintenant un peu plus de 5 ans avec le docteur Graff et le docteur Chauvin, et ça rejoignait bien un des objectifs du collectif qui était la démocratisation. Aujourd'hui, on sait maintenant depuis plus d'une 50aine d'années que l'hypnose médicale a des vertus cliniquement démontrées sur le traitement de la douleur et de l'anxiété dans le cadre des soins et des procédures à l'hôpital. Et l'idée, c'était grâce à une technologie, en l'occurrence un logiciel et la réalité virtuelle, de faciliter, de démocratiser, de décloisonner l'accès à cette technique pour permettre finalement à tous les patients et à tous leurs soignants d'avoir moins mal, d'être moins stressés en consommant moins de médicaments avec les effets secondaires qui peuvent arriver de façon très régulière. Et là où on s'est rejoint particulièrement dans le collectif Mental Tech, c'est notamment sur toute cette prise en charge de la dimension anxiogène des procédures médicales, en capitalisant sur les capacités de notre cerveau d'une part et puis les outils numériques d'autre part. C'est la fin de ce grand JT d'éducation. Merci à toute l'équipe de School TV. Merci à Alice à la réal, Maxence au son, Agathe et Emma à la rédac, Laure au make-up, schooltv.com, canal 247 sur les Freebox. Barbara de Baudry-Dasson, merci encore d'avoir été avec nous. Merci Virginie. Inscrivez les enfants sur Union School, enfin si vous en avez les moyens, parce que c'est vrai que c'est un coût, mais c'est un coût qui est intéressant et intelligent avec tout ce que vous proposez, en tout cas pour la scolarité de vos enfants. On se retrouve lundi sur le grand JT d'éducation. Ciao.